tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo dia da terceira edição do Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas. Mais um momento muito especial do nosso seminário, esse seminário que tem como maior objetivo a promoção da literatura caribenha de língua francesa. É uma honra quando temos a oportunidade de receber escritores para trocas leves, enriquecedoras, que com certeza vão se tornar material de pesquisa da nossa geração, de futuras gerações. Então, não vou demorar, né? Tenho aqui ao meu lado Margarete, que eu apresento com muita alegria, porque a Margarete e a professora Lícia que vão conduzir essa primeira conversa. Então, hoje, nós temos a honra de receber um escritor nascido no Haiti, que mora no Quebec desde 2001, Rodney Saint-Éloi, e para conversar com o Rodney, que é poeta, é ensaísta, também escreveu Récit, é acadêmico, é fundador de editora. Margarete, vou apresentá-la, Margarete Nascimento dos Santos, todo mundo sabe, coorganizadora do nosso seminário. Ela é doutora em literatura comparada pelo programa de pós-graduação em estudos de literatura na Universidade Federal Fluminense. Desde 2006, Margarete é professora no curso de licenciatura em letras, ênfase em estudos pedagógicos e no ensino de língua estrangeira e literaturas de língua francesa na Universidade do Estado da Bahia. Ela desenvolve pesquisa na área de literatura comparada e atualmente realiza pesquisa no campo da literatura negra de autoria feminina, do Caribe francófono e diáspora. Então, Margarete vai assumir essa conversa com a professora Lícia Soares de Souza, que eu convido para entrar. Boa tarde, Lícia. Vou apresentar a Lícia. Lícia é professora da Universidade do Estado da Bahia, no programa de doutorado pós-crítica. Professora associada na Université du Québec, a Montréal. Vice-presidente da Associação de Estudos Quebequenses para as Américas. Membro de La Traversée, ateliê de geopoética da Université du Québec à Montréal. Membro do Centro Internacional de Estudos sobre Montreal, na Universidade McGill. E membro do Centro Disciplinar de Literatura Quebequense. Lícia pesquisa atualmente as representações de Montreal na literatura quebequense contemporânea. Então, vocês estão muito bem acompanhados por Margarete e por Lícia, para ter uma tarde de muito aprendizado, muito debate com essa figura muito simpática e muito acolhedora ao nosso seminário, que é o Rodney Saint-Éloi. Então, desejo uma linda tarde para vocês e me despeço para que as minhas colegas deem continuidade a essa atividade. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Pela organização. Ela saiu. Boa tarde a todos e a todas que já estão aqui conosco para acompanhar a atividade dessa tarde. A Vanessa fez uma breve apresentação, nos dando já um gostinho do que acontecerá logo mais. A responsabilidade de mediar essa mesa junto com a professora Lícia Soares de Souza, colega daqui, minha também da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. E é com prazer imenso, que juntas teremos esse momento agora de conversação avec Rodney Saint-Éloi. A Vanessa fez uma breve apresentação do Rodney, eu vou me repetir um pouquinho mais adiante quando convidá-lo. Então, desde já, o convido a fazer parte aqui da sala conosco. Bonjour. Um petit souci. A imagem está fechada, Ellen. Ok. Rodney, c'est une caméra, elle est fermée. Il faut l'ouvrir.
C'est froid à Montréal. Hein? Neige même. 18 mai. Alors, Ah oui, c'est bon, voilà. Je suis là. on pensait que le Voilà, froid c'est- affiché. C'était pour avoir un peu la surprise du début. Super. Bonjour, Rodney. Bonjour, Alors, Margaret. Bonjour. nous sommes très contentes, très ravis d'avoir votre présence parmi nous cet après-midi. Alors, Rodney Saint-Éloi est un poète, écrivain, essayiste, journaliste, fondateur et directeur responsable de la maison d'édition Mémoire d'Encrier, très connu parmi les écrivains francophones, surtout ceux des Amériques, et aussi très connu parmi nous qui aimons, qui travaillons, qui faisons des recherches sur la littérature. Par contre, très peu connu, ou peu connu encore entre les publics brésiliens. Donc, tout d'abord, au début, je vous demande de vous présenter. Rodney Saint-Éloi par Rodney Saint-Éloi, peut-être parler un peu sur votre histoire, votre carrière, avant que Licia et moi, nous puissions commencer avec nos questions. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Je suis Rodney Saint-Éloi, je suis né en Haïti, donc vous connaissez, vous, des auteurs haïtiens, donc vous êtes en littérature, vous connaissez très clairement ce que Haïti représente dans la francophonie et aussi dans la Caraïbe francophone, et que je suis né là, en Haïti, et je vis à Montréal depuis 2001. J'ai étudié à l'Université Laval. Quand vous parlez du Brésil, ça m'a fait rire parce que j'ai eu un prof, c'est lui qui a dirigé mes recherches, c'est Maximilien Laroche, qui m'a tellement parlé du Brésil. C'est comme une grande capitale littéraire. C'est une métropole dans ma tête, le Brésil, parce que, en fait, j'ai tellement lu d'auteurs brésiliens aussi, naturellement en traduction. Donc, je me sens très proche de cette culture-là et que je pense que ça va pas tarder pour que je sois. Mais je suis déjà allé au Brésil parce que j'ai participé à une résidence. Ça fait plus de 15 ans. C'était Tri-Amazonia, c'était au Suriname, c'était à Guyane, Suriname, et une ville du Brésil qui est tout près de l'Amazonie. Donc, j'ai été dans cette ville du Brésil pendant une semaine où j'ai travaillé avec les gens, mais j'ai encore soif de connaître cette grande terre brésilienne et de rencontrer des auteurs, de rencontrer des gens comme vous, physiquement. Donc, je suis éditeur aussi, je suis poète. Je suis très content parce que mon Point a repris Point a repris 4 titres de moi dans sa collection. Donc, c'est très, très intéressant puisque j'écris, ça fait longtemps que j'écris. J'ai commencé à écrire depuis les années 80, 85, 86. Mon premier livre a paru en 86 et ça fait 35 ans, 37 ans, 86, 90, ça fait 37 ans. Donc, quand Point, il y a 2 ans, a repris Nous ne trahirons pas le poème avec 3 autres recueils. Donc, ça a été vraiment un grand succès. J'ai travaillé aussi sur des récits Quand il fait triste, Bertha chante. C'est un livre qui a été publié ici, à Québec, Amérique, qui a été repris chez Héloïse Dormesson, qui a été bien, bien accueilli ici et en France. J'ai publié aussi un livre qui a été, mais c'est en 2 versions, c'est la version française, c'est la version québécoise. Les racistes n'ont jamais vu la mer, qui ont été bien reçus. C'est avec Yara El Gadban, qui est une romancière palestinienne et une éditrice aussi, où on pose la question du racisme.
Et que, donc, et je vis, j'écris, j'édite. C'est les seules choses que je sais faire et j'essaie de les faire très bien. Donc, c'est ça que je peux dire. Mais si vous avez d'autres questions, vous me les posez. Donc, c'est ça. Et je suis avec vous. Je suis content d'être avec vous. Merci, c'était une très belle présentation. Alors, Licia? Bon, bonjour tout le monde. Et bonjour, monsieur Rodney Saint-Éloi. Je vais commencer à parler à l'éditeur, puis après je parlerai au poète. Mais je dois commencer aussi pour parler. Je n'ai jamais été en Haïti, mais je dois y aller parce que moi aussi, j'ai eu comme ami dont vous avez parlé, avec dans ce livre qui a été publié par des amis, Zila Ben, qui nous écoute, là, j'ai déjà vu qu'elle est là, Bernard. Et quand je suis arrivée à Québec, c'est lui qui m'a montré la culture québécoise, en me parlant aussi de la culture haïtienne. Alors, j'étais déjà dans un espace interstitiel. Et je viens d'arriver en ce moment de la maison d'un ami commun à nous, Jean Morissette, et il m'avait dit de vous envoyer des salutations chaleureuses. Il m'a dit, j'ai commencé à publier en Haïti. Alors, je suis devenu un écrivain. L'écrivain que je suis, c'est à cause de l'Haïti. Et puis après, je suis allée au Brésil, j'ai continué au Brésil et Jean est un ami du Brésil, il parle très bien portugais. Alors, nous sommes dans cet espace interstitiel. Voilà, nous participons à un séminaire international de littérature caribéenne. Nous sommes sur la chaîne des professeurs de la Fédération des professeurs des Français du Brésil, avec le directeur d'une maison d'édition, Mémoire d'Encrier, qui fête ses 20 ans, située au Québec, la province francophone du Canada. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on peut rêver que nous sommes dans une nation francophone d'Amérique, constituée de peut-être 3 heures géographiques? On a Amérique du Sud, la Margaret, Amérique du Nord, les Caraïbes. Et comme c'est la nation que le poète québécois Gaston Miron a voulu fonder un jour avec l'aide des compagnons qui habitent des terres américaines, plurielles, riches et hétérogènes. Et nous avons dans nos Amériques, nous cherchons ça, le dynamisme des langages et des mythologies héritées de nos ancêtres amérindiens et africains, qui ont été quasi invisibles dans nos histoires officielles. Nous voyons, et là, c'est toute une tâche que nous avons. Alors, je crois que c'est dans ce contexte-là, alors de recommencer, de reconstituer peut-être ce nouveau monde, si on peut encore dire ça, que Mémoire d'Encrier, c'est fixe pour mandat. Et là, je lis ce que j'ai copié de la page de Mémoire d'Encrier. C'est fixe pour mandat de réunir des auteurs de diverses origines dans un lieu carrefour où ces tissent rencontres, dialogues et échanges pour que les voix soient visibles, vivantes. Alors, Rodney, pouvez-vous nous parler de ces 20 ans de Mémoire d'Encrier, de ce lieu carrefour? Merci, Licia, merci. Je suis haïtien, comme je le disais tantôt, et puis je vis à Québec, j'ai un passeport canadien. Et souvent, quand je vis, j'aime beaucoup dire que je vis dans la confusion. Et j'étais en Guyane, en résidence en Amazonie, sur l'Amazonie, sur le Mahoney, le fleuve du Mahoney. Et puis, quand j'ai dit je rentre chez moi, et les gens me disaient de saluer les gens de chez moi. Et c'est en prenant l'avion que j'ai compris qu'il me parlait quand il disait chez moi, il disait chez moi, mais le pays indiquait c'était plus Haïti. Alors que moi, j'allais venir à Montréal. Et pour moi, c'était même pas Montréal. J'habitais dans une rue. C'était vraiment une rue, donc une rue Chabot. Donc, comme je suis un exilé, c'est comme si la tâche de l'exilé était de reconstruire sa géographie, de refaire le monde, de refaire la géographie, mais de refaire aussi le livre. Et il y a des livres que j'ai écrits, que j'ai édités. Si j'étais en Haïti, ça ne m'aurait pas intéressé.
en Haïti, je ne serais pas du tout intéressé à parler du racisme. C'est quand je me suis... Chez moi, j'étais un prince et ma grand-mère pensait que j'étais un prince. Et ma grand-mère me le disait toujours en m'appelant en créole, Pépi, 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 comme si ces syllabes résonnaient comme si, avec une telle douceur. Et c'est quand je suis ici à Montréal, en fait, j'ai découvert que j'étais un noir. La question de couleur ne se posait pas pour moi en Haïti, d'autant plus quand on dit le mot nègre en Haïti, en créole, le mot nègre veut dire être humain. Donc, c'est au contraire, le mot nègre est un thème générique pour interpeller l'humanité qui est en nous. Donc, c'est un peu très difficile quand j'arrive ici au Québec. Et quand j'arrive ici au Québec aussi, ce que je rencontre, et que ici a parlé de Gaston Miron, compagnon des Amériques, ou bien la langue québécoise qui n'est pas vraiment le français, qui est le joual, qui rappelle beaucoup le créole. J'ai compris et que j'étais dans une dynamique où toutes les langues avaient leur place aussi, où tous les humains, quel que soit leur lieu d'origine, avaient les... Donc, on pouvait rassembler les continents. Et ce qu'on a essayé de faire à Mémoire d'en crier de manière décomplexée, c'est de rassembler les continents. C'est-à-dire que je ne suis plus haïtien, mais je ne sais pas qu'est-ce que je suis. C'est difficile d'être québécois, j'arrive parce qu'on me demande toujours d'où je viens. Et puis, quand je suis en Haïti, on me dit, et quand donc tu vas retourner chez toi, c'est-à-dire le Québec. Donc, je vivais dans la confusion. Et dans cette confusion, je me suis arrangé pour rencontrer les autochtones, ce qu'on appelle les Premières Nations. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les écrivains des Premières Nations à Mémoire d'en crier parce que Haïti, c'est une terre d'Indiens. Haïti était habité par les Taïnos. Donc, il y a des mémoires qui sont réactivées en moi, comme la mémoire autochtone. Donc, Mémoire d'en crier est peut-être le premier éditeur à se rapprocher des autochtones. C'est simple parce que pour moi, ce que j'ai appris dans l'histoire, l'histoire qu'on m'a racontée, c'était une grande civilisation. Les autochtones n'étaient pas dans des réserves en Haïti. C'était vraiment des rois. Ils étaient génocidés. Il y avait un génocide après. Mais pour moi, c'était une véritable civilisation. Donc, pour moi, je n'ai pas eu d'inhibition pour aller à la rencontre des autochtones. Et j'ai été très chanceux de découvrir un poème de Joséphine Bacon qui dit « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. » Et quand elle parlait de survivants, de survivance, et que de ce récit qu'on ne raconte pas, c'est intéressant puisque ça me montre comment, et au Québec, on parle de révolution qui est tranquille, et le Québec a toujours une posture victimaire. Et quand on gratte un petit peu au-dessous du Québec, on voit qu'il y a des autochtones qui sont dans des réserves. Donc, il y a une déconstruction du récit que le Québec se raconte à travers justement le poème de Joséphine Bacon. Et en tant qu'Haïtien, je sentais la proximité de l'âme haïtienne à l'âme québécoise. Il y avait quelque chose qui pouvait nous réunir, c'est-à-dire que nous autres Haïtiens et les autochtones. Donc, il y avait quelque chose de très, très intéressant dans l'histoire. Ou bien quand j'écoute Michel Lalonde, la québécoise, qui écrit un fameux poème qui s'appelle Speak White, et qui est vraiment quand les Québécois parlent français et les anglophones leur disaient Speak White, donc parle comme de vrais blancs. Et ça m'a fait penser à moi et à tous les écrivains haïtiens qui ont souvent subi cette petite phrase qui disait « exprime-toi » en Haïti. Exprime-toi, c'est-à-dire que la seule langue qu'on parlait vraiment en Haïti, c'était le créole. Donc, le français, c'est une langue seconde. Et quand un Haïtien rentrait à l'école, on lui dit de s'exprimer. C'est-à-dire, ce que ça voulait dire, cette petite phrase « exprime-toi », cette petite phrase « exprime-toi », d'abord, est d'une violence inouïe. Et cette petite phrase voulait dire simplement « tais-toi ».
Donc, on a arrivé à se taire et puis on a marronné. On a marronné la langue française. On l'a marronné jusqu'à ce qu'on apprend effectivement la langue française. Mais tous les écrivains haïtiens ont fait face, en fait, je dis tout, en fait, à part ceux qui viennent des élites dont les parents parlaient français, mais tous les Haïtiens étaient pratiquement créolophones et ils ont dû se battre pour apprendre cette langue. Donc, je pense que les questions intercielles dont on parle là, c'est important de voir comment on peut être dans des paradoxes. Et Mémoire d'un crier rassemble ces espèces de paradoxes, pas pour en faire des paradoxes, mais pour grandir notre humanité. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire à Mémoire d'un crier, parce que ce qui était difficile pour moi, pour finir, c'est que je n'ai jamais considéré Haïti comme périphérie. Et quand j'ai regardé l'espace littéraire, je vois que la manière dont on définissait les espaces littéraires, c'était d'une part des zones périphériques et d'une autre part des zones de centralité. Et je ne sais pas d'où ça m'est venu, et peut-être c'est la mégalomanie haïtienne en disant, mais le centre, c'est là où je suis. C'est-à-dire que Mémoire d'un crier, je n'ai jamais inscrit Mémoire d'un crier dans une espèce de périphérie en disant c'est une petite maison d'édition haïtienne. Non, j'ai dit c'est une grande maison d'édition haïtienne et que c'est une grande maison d'édition qui part d'Haïti parce que j'avais les éditions Mémoire en Haïti et j'ai fait les éditions Mémoire d'un crier. Et quand j'ai présenté Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, j'ai dit que si vous ne mourrez pas sans avoir lu ce livre, j'ai dit aux gens, en fait, lisez ce livre, c'est comme une vitamine pour vous. Si vous voulez grandir en humanité, vous devez lire ce livre-là. Et quand je présente un auteur comme Davertige, j'ai dit, voilà, c'est un véritable génie et que il faut le lire, pas parce qu'il est noir, parce qu'il est haïtien, mais parce qu'il a amené quelque chose à la littérature. Je pense que ça marche, cette manière de se positionner en dehors des injonctions qui veulent, parce qu'on est d'Haïti, on est de la périphérie. Moi, j'ai renversé un petit peu pour dire, regardez ce que vous ne connaissez pas. Ne ratez pas ça. C'est une occasion de découvrir des espaces littéraires, des imaginaires que vous ne connaissez pas. Et quand je publie des auteurs africains comme Felwine Sarr, comme en fait tous les écrivains africains qu'on publie, et puis, mais j'ai dit au Québec, ce sont des cadeaux, ne ratez pas ces cadeaux-là, ce sont des cadeaux pour grandir en imaginaire, parce qu'il faut grandir en imaginaire pour raconter d'autres histoires. Et le Québec y a cru. Comme ça, j'ai publié des auteurs autochtones en disant, ne ratez pas cette histoire parce que c'est votre histoire. Donc, l'histoire du Québec, c'est votre. Donc, Mémoire d'un crier, ce qu'on voulait, et c'est arrivé après 20 ans, on ajoute un ensemble de couches d'histoire à la littérature québécoise et canadienne. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci, Rodney. Merci, c'est très intéressant. Il faut faire connaître Mémoire d'un crier au Brésil maintenant. Oui. Parce que ça, non? Ça nous ressemble beaucoup. Et je veux dire, par exemple, pour ajouter quelque chose, j'ai connu Joséphine Bacon dans les lancements des Mémoires d'un crier, soit au Salon du Livre, soit dans les lancements. Et c'était extraordinaire quand elle lit les poèmes en français et dans sa langue en origine. Elle fait la lecture dans les deux langues. Une chose vraiment riche, plurielle, extraordinaire. Alors, merci, Rodney, pour cet exposé. Et Margaret, maintenant. Oui, merci. Ça fait vraiment plaisir de vous entendre. Et moi, par exemple, je sens l'importance de ces mots, de vos paroles, parce que ça nous aide à voir l'importance de lire, de connaître d'autres écrivains, et surtout ceux qui sont ceux et celles qui sont en Amérique, aux Amériques. L'Amérique francophone qui nous donne, qui nous offre aussi de bons écrivains, mais qui malheureusement, ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Ils ne sont pas très connus. Je pense qu'on peut aussi
une idée, la construction d'un espace pour mettre en évidence ces écrivains, ces écrivaines. Bon, moi, vous avez parlé tout au début sur votre carrière, le début de votre carrière. Donc, elle a débuté aux années 80. Votre premier livre, un recueil, il était publié en 1989, Graphite sur l'aurore. J'ai bien fait mon devoir à la maison. Donc, pendant des années, vous étiez sur la poésie. Vous avez une quinzaine de recueils de poésie publiés. Mais en 2010, vous avez publié votre premier récit, Haïti, Kambela. Je vous présente là. Pour moi, c'est un des meilleurs. J'aime bien. Qui parle sur les grands séismes survenus en Haïti en 2010, votre expérience à ce moment-là. Alors, avoir vécu les séismes, l'expérience du séisme, a été la grande motivation pour passer de la poésie au récit. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu sur ces passages de la poésie au récit, les motivations pour écrire ce livre? J'ai eu de la difficulté à écrire ce livre-là parce que c'était un séisme que j'ai vécu. Je suis arrivé le 12 janvier, le jour même du séisme. 1 heure avant le séisme, j'ai débarqué en Haïti. Donc, j'étais dans l'avion, je suis arrivé. J'ai pris mon hôtel et peut-être 20-30 minutes après avoir déposé ma valise dans la chambre, et puis le séisme a commencé. Donc, c'était en janvier. Et puis, un éditeur français, Michel Lafon, est venu à Montréal. Il voulait me rencontrer et il avait lu ce que j'écrivais. J'avais écrit un texte dans la presse. C'était un texte qu'on m'avait demandé d'écrire et puis j'ai commencé et puis l'éditeur m'a demandé d'écrire un livre sur le séisme, sur Haïti. Et il faut dire que j'avais toujours envie d'écrire un livre sur Haïti, mais je ne pensais pas que j'étais autorisé à le faire. Pour écrire, d'abord, il faut s'autoriser. Des fois, on ne s'autorise pas. On a des inhibitions. On a peur. On dit, est-ce que ça, c'est pour moi? Donc, et quand il m'a approché, naturellement, j'ai dit non. Il a insisté. Et puis, ce qui m'est arrivé après, quand j'étais à Montréal, après le séisme, c'est-à-dire que le séisme avait continué à l'intérieur de moi. Donc, quand j'étais au lit, le soir, je sentais les tremblements, je sentais que tout tremblait autour de moi, je sentais les secousses encore. Les secousses étaient en moi. Mais des mois après, 2-3 mois après, et un soir, je me suis dit, quand j'ai vécu les secousses dans mon lit, je me suis réveillé et puis je me suis posé la question en disant, est-ce que ce n'est pas la meilleure manière de rompre avec ces secousses-là en écrivant ce livre-là? Est-ce que écrire ce livre-là ne sera pas pour moi une espèce de thérapie, une manière de dialoguer avec le goudou-goudou, une manière de comprendre ce qui s'est passé? Parce que c'est pas parce qu'on a vécu le séisme qu'on comprend ce que c'est qu'un séisme. Non, pas du tout. Donc, j'ai subi la violence du séisme, j'ai vécu la catastrophe qui est une catastrophe collective et je me suis posé la question en me disant, est-ce qu'avec ce livre, ce n'est pas une chance d'en sortir, de sortir du séisme, de sortir de tous ces bruits qui étaient en moi, d'accompagner tous ces morts que j'ai vus, tous ces cadavres qui étaient encore en moi. C'est-à-dire, est-ce que je ne devais pas faire face à ce qui a été vécu par tout un peuple? Donc, c'est comme ça que j'ai écrit Haïti, Kambela.
Donc, mais je ne savais pas, quand j'écris, c'est un peu difficile pour moi, parce que je ne crois pas dans les genres, vraiment, c'est-à-dire poésie, essai, et récit, roman. Je crois dans l'hybridité. Je ne pense pas qu'on soit dans un poème, que tout soit poème. Dans un récit, tout est récit. Dans un roman, tout est roman. Dans un essai, tout est essai. Je pense qu'il y a chez moi une volonté d'hybridifier les choses, de ne pas aller vers des formes pures. Donc, et quand vous lisez Haïti Kimbela, vous allez voir qu'il y a en fait des choses qui montrent comme un poème. Si les choses viennent comme un poème, donc je les accepte comme ça. La langue, il y a d'autres langues dans ma propre langue. Donc, je ne crois pas que... Je travaille beaucoup sur l'altérité et je pense que les langues sont en nous. Les langues, pas simplement une langue, mais les langues. Je pense qu'en écrivant aussi, les genres sont en nous. Donc, je ne suis pas en train de délimiter un territoire pour dire que la poésie, effectivement, j'ai commencé par la poésie. Après, j'ai travaillé dans les récits, mais ce que j'aime profondément, pour dire la vérité, Margaret, c'est la poésie. Et ça se voit parce que c'est un récit très poétique. Je voyais les poètes sur chaque morceau. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il est très hybride. Il y a des morceaux, des extraits, un poème, les récits d'une façon générale. Mais même dans la construction du texte, on peut, pendant toute la construction du texte, on peut sentir les poètes tout le temps. Alors, ben, encore sur les Haïti Kambela, il est au préface qui était écrit par Yasmina Kandra. Elle dit, je cite, Rodney me parlait d'Haïti. Il n'avait que ses noms à la bouche. À croire qu'il dormait et se réveillait avec sa patrie sur le but de la langue. Et on fait cette relation d'amour dans votre écriture, vos paroles, les sujets, la présence d'Haïti au poème, au récit, tout le temps. Et il est là, il est présent, les pays. Et on sent cette relation d'amour dans votre écriture, vos paroles, et au récit, au Kambela, vous parlez qu'Haïti, il y a un extrait, un morceau où vous parlez qu'Haïti sont deux, et je cite, des pays, des langues, des peuples, des couleurs. Alors, et encore, alors, comment est pour vous la question? Comment est pour vous vivre entre deux? Pas comme au récit Haïti est deux pays, des langues, des peuples, mais je vous demande, pour vous, vivre entre deux pays, vivre entre deux langues, deux cultures, des réalités parfois si différentes. On va revenir là à Maximilien Laroche, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle La double scène de la représentation. Je pense que dans l'imaginaire haïtien, il y a un imaginaire très double, c'est-à-dire qu'on est entre le créole et le français, entre des couleurs différentes, entre le pays réel et le pays rêvé. Parce que tout Haïtien a un pays dans sa tête qui n'est pas le pays. Et il y a l'exil, il y a le pays natal et puis il y a le pays d'adoption. Donc, on est toujours entre ces deux pays-là. Et quand Yasmina Kadra, dans sa préface, disait et parlait d'Haïti comme une obsession, effectivement, Haïti est une obsession dans mon œuvre parce qu'il faut... J'ai écrit aussi Passion Haïti après. C'est un essai qui est préfacé par Felwine Sarr. L'édition française est préfacée par Felwine Sarr. Et je suis content aussi que ce soit Yasmina Kadra, qui est un Algérien, qui est préfacé Haïti Kimbela. Et pour Passion Haïti, c'est Felwine Sarr.
parce que je travaille beaucoup l'altérité. Je pense que Haïti existe si un Sénégalais peut regarder ce pays-là dans ses épopées et aussi dans ses zones de faille. Si un Algérien comme Yasmina Kadra peut regarder Haïti, parce qu'en fait, je pense que écrire, c'est souvent être en solidarité avec. Et là, comme mon obsession, c'est Haïti, Haïti pour le transformer, Haïti en fait, pour éviter que l'on accepte l'inacceptable. Donc, parce qu'Haïti, c'est un pays important pour moi. C'est des gens qui sont, c'est une histoire, c'est l'histoire que je connais le mieux. Donc, comme c'est l'histoire que je connais le mieux, on ne peut raconter que sa propre histoire. Même si je parle du Brésil, même si je parle du Canada, ça parle toujours de mon pays qui est Haïti, parce que c'est l'expérience vivante, c'est l'expérience du vivant que je connais le mieux. Donc, il y aura toujours, en fait, Haïti, mais ceci dit, ma présence au monde n'est pas seulement Haïti. Donc, ma présence au monde, elle est avec le Brésil, elle est avec le Canada, elle est avec le Sénégal. Donc, et je suis un être monde. Donc, je fais partie du monde. Donc, mais ma présence est conditionnée d'abord par mon origine haïtienne. Mais quand je suis en train d'écrire, j'essaie de dépasser cette condition. C'est-à-dire que le séisme que j'ai vécu et que quand j'écris, j'essaie de remonter à l'humanité pour que ce soit une Brésilienne, que ce soit un Sénégalais, que ce soit un Chinois, que ce soit un Russe, et qu'on puisse regarder ça et comprendre le drame humain qui se passe en dessous de l'événementiel. Parce qu'il y a l'événement et ensuite il y a l'écrit. Et l'écrit tend à transformer les choses, à offrir un regard nouveau. Et par exemple sur Haïti, parce qu'il ne faut pas simplement écrire le séiste, ni décrire le séiste, il faut conjurer le séiste. Il faut se mentir à soi en faisant en sorte que le séisme n'existait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de faire j'ai essayé de faire avec Haïti Kimbela, comme s'il y avait un chant par rapport à la catastrophe, il y avait un chant pour bercer. C'est comme une berceuse. Donc, quand j'ai écrit Haïti Kimbela, c'est comme si je voulais faire une berceuse. Comme je ne sais pas chanter, donc je me suis mis à écrire. Merci, Alicia. C'est très, très, très bien, très intéressant. C'est exactement quelque chose que vous avez dit, l'expérience du vivant. Cette présence conditionnée par une existence haïtienne, c'est que j'ai vu aussi ici. Parce que parfois, quand je parle trop du Brésil, c'est parce que je ne veux pas faire la promotion du Brésil, mais c'est un vécu qui conditionne ma présence dans le monde. Aussi, quand je retourne au Brésil, je parle beaucoup du Québec. Alors, on m'a dit, mais tu n'oublies pas le Québec, je ne peux pas oublier le Québec. J'ai dit, non, mais c'est parce que ce vécu-là conditionne notre imaginaire, nos discours, nos récits. Et pour parler du Brésil, de cet interstitiel, je viens à l'œuvre de Rodinei et maintenant je commence exactement à faire un parallèle entre le Brésil. Je vais parler de politique et je parle du Brésil et d'Haïti parce que j'ai trouvé un livre extraordinaire aussi. Ah bon, là. Il s'appelle Jacques Roche, je t'écris cette lettre. J'ai été terriblement, j'avais des larmes aux yeux. Il a disparu le livre. Là, il est là, Jacques Roche. Alors, nous avons eu une dictature aussi militaire de 64 à 85. Je ne sais jamais quand elle a fini. Et qui a tué beaucoup de jeunes qui sont des protagonistes importants des poèmes, des romans et des films. Et quand j'ai commencé à lire Jacques Roche, je t'écris cette lettre, Jacques, votre ami tué à Port-au-Prince en 2005,
J'ai été touchée par les images significatives de ce qu'on appelle un assassinat d'État, oui, qui n'est pas une tuerie liée au vol, au malfrat. Il s'agit d'habitude de l'anéantissement d'un être innocent qu'on sacrifie de façon préméditée à cause des divergences politiques. Et là, et vous dites là, déjà dans le premier roman, premier poème, j'ai pleuré ta mort, mon ami Jacques, un matin à Montréal. Et là, je vous pose la question que vous posez dans votre prologue. Que peut le poème pour garder en nous la lumière? Mais merci, c'est un peu difficile parce que on ne sait pas, mais je pense qu'il ne faut pas laisser triompher en nous les noirceurs, ne pas laisser les ténèbres prendre tout l'espace de nos vies. C'est ce que j'essaie de faire dans l'écriture. Et par exemple, quand je convoque la mort de Jacques Roche, c'est un assassinat crapuleux, c'est tout ce qu'il y a de terreur, c'est tout ce qu'il y a d'inhumain qui est arrivé. Et ce que je voudrais, c'est partir de Jacques et puis aller vers le vivant, oublier la mort. C'est comme si la mort nous ramène au vivant. Il ne faut pas que la mort nous ramène à la mort. Il ne faut pas que l'absence nous ramène à l'absence. Il faudrait que l'absence nous ramène à la présence. Et c'est là le côté double des choses. Et comme quand j'ai écrit Jacques, j'ai fait un effort en disant il est mort comme il n'est pas mort. Donc j'ai joué beaucoup sur le fait que mon ami poète, et quand je parle de Jacques, c'est d'un être vivant. Je parle d'un être vivant. Et je ne parle pas d'un cadavre. Je projette Jacques dans un absolu. Et cet absolu, pour moi, est poétique. Et ce que j'essaie toujours de faire avec l'écriture, je l'ai fait aussi avec ma mère Bertha, quand il fait triste, Bertha chante, c'est-à-dire par rapport à la mort et par rapport à la catastrophe, il y a toujours une chanson qui sort. Il y a toujours une chanson qui nous accompagne. Et j'essaie d'écouter la chanson. Et ce que j'ai fait dans un de mes derniers livres, Les racistes n'ont jamais vu la mer, c'est d'écrire un livre sur le racisme en faisant en sorte que le racisme ne prenne pas toute la place dans le livre, que la vie résiste. Parce que dans les actes de résistance, il faut opposer à la laideur, il faut opposer la beauté, il faut opposer à l'oppression la vie. Donc je pense que si dans une poétique du vivant, il faut dire qu'est-ce qui nous rend en tant qu'humains humains, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains. Donc il faut toujours que la lumière soit là, il faut toujours que l'amour soit en fait présent. Donc il y a un ensemble de conditions qui nous rendent humains. Donc, c'est revenir à ces conditions de base pour faire remonter en nous l'humanité. Et c'est justement là que se situe la poésie, pour renverser l'ordre des choses. C'est-à-dire, Jacques Roche, c'était comme pour moi. Jacques Roche, c'est un événement c'est un poète qu'on a assassiné, mais il ne faut pas qu'on l'accepte. Moi, je n'ai pas accepté, c'est inacceptable. Donc, et c'est ça que la poésie nous permet de nous révolter. Et je pense qu'il est salutaire de se révolter. Il est salutaire de dire non. Et ça nous préserve un peu. Ça fait qu'on garde notre dignité. Ça fait que du Brésil, Haïti, Québec, on est encore en train de citer Jacques Roche. Et au présent, Jacques Roche, je t'écris cette lettre. Au présent, et puis dans une familiarité, en tutoyant, je t'écris cette lettre. C'est-à-dire que, parce que l'histoire de Jacques Roche, c'est aussi, parce que Jacques Roche m'écrivait beaucoup et il travaillait dans un journal en Haïti et tout ce qu'il faisait, et je répondais parce qu'il découvrait
il découvrait l'Internet et le courriel, donc il m'écrivait des courriels. Il ne comprenait pas comment on peut écrire et à la seconde près, on reçoit la réponse. Il était fasciné par l'Internet et il m'écrivait beaucoup. Et moi, je répondais beaucoup, je répondais toujours à ses lettres jusqu'à ce que je comprenne que les lettres qu'on s'écrivait, les correspondances étaient publiées dans un journal où il travaillait le matin. Donc, et là, ça m'a un petit peu heurté. Quand il m'avait écrit, il m'avait posé plein de questions. Et comme je savais qu'il allait les publier dans un journal, ça m'a pris du temps avant de répondre. Donc, parce que je voulais être beaucoup plus intelligent, c'est pas à Jacques que j'écrivais à tout un peuple et je disais, je vais peser mes réponses. Et c'est comme ça qu'on m'a appelé pour me dire que Jacques est décédé. Jacques a été assassiné. Donc, vous voyez, donc, c'est comme si j'avais une dette et j'avais pas répondu à ces dernières lettres. Et j'étais à Medellín, comme on parlait d'une géographie, c'est une autre géographie. J'étais justement à Medellín et puis je me suis mis à penser à Jacques Roche et puis j'ai commencé le poème, j'ai pas arrêté. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit la première phrase, Jacques Roche, j'ai écrit cette lettre et puis finalement ça a continué comme ça a continué. Naturellement, j'ai réécrit, mais ça a commencé à Medellín. Ah oui. Et c'est très intéressant, comme vous dites, vous parlez pas seulement à tout un peuple, à tous les gens qui ont été assassinés, les innocents, de plusieurs autres pays. Et c'est pour ça, il ne faut pas que la mort amène à la mort, que la mort amène à la vie. Parce qu'ici, j'aimerais lire dans les dernières lignes du prologue, c'est comme ça. Cher Jacques, mon frère, ne meurs pas. Car si tu meurs, le vent meurt avec ton ombre. Ou meurt. Si ton songe est le sang qui grandit l'horizon. Ouais. Très, très intéressant, ça résume tout ce que vous avez dit. Mais là, maintenant, passons de la politique comme ça, hein, circonstanciée, au problème du racisme. Aussi, ça nous intéresse beaucoup, ça intéresse aux Brésiliens, on parle de ça tout le temps, et je vais dire, j'ai lu, j'ai analysé récemment au mois de mars, les racistes n'ont jamais vu la mer, parce que moi j'étais très curieuse de savoir qu'est-ce que ce titre voulait dire. Pourquoi les racistes n'ont jamais vu la mer? Alors, et quand j'ai commencé à lire, il s'agit d'un dialogue, je dirais un fragment on pourrait dire un exemple magnifique de littérature épistolaire entre vous et votre coéditrice. Est-ce que je peux dire ça, coéditrice? Oui. El Gadban, Ouais. qui est une palestinienne, je pense, ouais. Palestino-canadienne. Ouais. Et c'est très intéressant, j'ai été vraiment sidérée parce que je n'avais jamais vu, je n'avais pas pensé à la mer comme ça, la mer qui inflige des tortures, même si nous, les Brésiliens, tous les Brésiliens, nous avons étudié à l'école la traite négrière, nous avons appris les tortures infligées à nos ancêtres dans les cales des navires négriers lors des cruelles traversées qui ont caractérisé cet espace géographique qui est connu aujourd'hui comme l'Atlantique noir. Nous avons tout appris comme ça. Mais comme nous sommes au bord de la mer, nous voyons la mer avec nos bateaux, nos vacances. C'est toujours un signe de beauté, de ce qu'il y a de plus beau de la nature. Et je n'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi un signe de terreur, d'effroi, d'humiliation. Je savais de la traite négrière, mais on ne pense pas en ce moment, dans cette actualité, à tout ce qui se passe dans la mer, comme vous décrivez. Alors,
il y a quelque chose qui est très important, c'est que Rodney raconte à Yaha, par les lettres qu'ils échangent, l'étonnement qu'il a saisi quand il a été confronté à l'acte de quitter son pays natal. Malgré les oppressions, cette terre de naissance donne beaucoup à ses habitants, façonne leur imaginaire et nourrit leurs pensées initiatiques. Ça, c'est très important, très important. Et je dis même les racistes n'ont jamais vu la mer. C'est un livre qui a des plus belles pages de la littérature québécoise, mais aussi de la littérature universelle. Il faut que tout le monde le lise, les Brésiliens doivent le lire, parce que c'est très intéressant. Là, Rodney parle de ça, de quitter son pays natal, mais de ne pas oublier tout ce que nous avons eu, tout ce qu'il nous a donné. Deuxième chose à penser, c'est que Yaha, elle parle, par exemple, c'est peut-être elle. Oui, mais avant de parler de la réponse de Yaha, je vais voir ici, parce que j'ai lu dans la presse que vous avez dit que la motivation à écrire ce livre est venue de l'épisode de George Floyd aux États-Unis et aussi de ce qui s'est passé avec une autochtone qui a été refusée et jetée dans un hôpital du Québec, oui, justement parce qu'elle était autochtone. Alors, vous parlez aussi de nouveau de l'effroi, de cette horreur, cette douleur, l'humiliation qu'il y a un peuple fait l'autre subir. Bon, ça, il y a. Bon. Et là, en parlant maintenant d'Yaha, quand elle répond et qu'elle dit qu'elle a grandi au bord du golfe Arroba Persique. C'est l'eau féerique qui conduisait Samba vers le royaume de l'Est pour se livrer à ses aventures. Et là, il n'y avait pas de négrier. Et si Yaha a découvert le monde écartelé de la mer, c'est parce qu'elle a été obligée de croiser d'autres eaux quand elle a été déportée à Dubaï. Et c'est là qu'elle a pu saisir, elle a pu voir des négriers, elle a pu voir la peur, la terreur. Et elle cite même la mort du petit garçon turc qui a été trouvé. Oui, il était comme il avait été trouvé sur les plages. Sur une plage, et les clichés ont parcouru tout le monde. On a dit que les clichés sont arrivés même sur les tables de l'ONU pour voir combien d'enfants, combien de gens sont en train de mourir en ce moment dans les eaux, dans les bateaux de fortune, dans les bateaux de fortune pour fuir une guerre, pour fuir une terreur. Et on arrive et on trouve cette terreur de la mer. Et c'est là que vous allez dire, les racistes n'ont jamais vu la mer, parce que s'ils avaient vu la mer, ils ne seraient pas racistes. Alors j'ai dit là, beaucoup de choses, j'ai parlé de votre étonnement devant le pays, j'ai parlé d'Yaha qui est aussi étonné devant la mer, alors il y a beaucoup de choses là pour vous. Alors, oui. Oui, alors. Mais vous avez tout dit. C'est un peu difficile. Pas tout dit, il y a encore beaucoup de choses à dire. De demander aux gens racisés de résoudre la question du racisme, parce que je pense que c'est une question que toutes les sociétés c'est une question à laquelle les sociétés devaient s'atteler, et les politiques, parce que le racisme, c'est un virus qu'il faut extirper de toutes nos sociétés, puisque en fait, l'idéal serait une société post-raciste, mais on n'en est pas là. Donc, on a vu aux États-Unis, bon, on a parlé de George Floyd, mais tous les jours, il y a des milliers, des dizaines
On a parlé de Eshkwan. Ici, c'est la dame autochtone qui a été méprisée, en fait, tuée dans un hôpital. Donc, il y a en Haïti, au Brésil, un peu partout, des gens comme ça qui se font massacrer parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont pauvres, ou bien parce qu'elles sont femmes, ou bien parce que, etc. Donc, les discriminations, les exclusions, les féminicides, on voit ça un peu partout. Et je pense il faudrait, et c'est peut-être là le rôle de la littérature, il faudrait peut-être repenser l'humain en nous. C'est-à-dire que c'est quoi aujourd'hui un être humain? Et je pense que Achille Mbembe a parlé des déchets. Est-ce que la société capitaliste ne produit pas des déchets humains, des gens qui vivent une sous-humanité? Et ces gens-là, on peut les tuer, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ne participent pas du système, parce qu'ils ne sont pas des consommateurs, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. Donc, ce sont des gens qu'on peut violenter. Donc, il y a des corps avilis, des corps violentés. Il y a donc je dirais même une nouvelle forme d'esclavage et j'ai créé par le capitalisme contemporain un certain nombre de pauvres et quand les gens parlent, par exemple, dans certains quartiers de gentrification, c'est-à-dire c'est de véritables gens qui arrivent, tous les gens qui étaient là, qui sont pauvres, on les met dehors, on les repousse, on les repousse, on les jette. Donc, c'est des gens jetables. Donc, c'est-à-dire que nous avons failli, en fait, je pense en tant que peuple, en tant que société, en tant qu'humain, nous avons failli à cette humanité-là en divisant le monde entre personnes et sous-personnes. Et c'est-à-dire qu'on a publié, chez Mémoire d'en crier, un livre monumental, c'est le livre de Charles Mills, Le contrat racial. Donc, je pense qu'il faut qu'on réactive la relation, pour revenir à Édouard Glissant, déterminer une politique de la relation entre nous. Et sur quoi cette politique de la relation va être fondée dans les relations entre deux femmes, entre deux hommes, entre un homme et une femme, entre nous-mêmes et les vivants qui nous entourent. Parce qu'il ne faut pas simplement nous mettre en tant qu'humains au centre, il faut nous voir parmi les autres vivants qui sont avec nous pour déterminer une politique du vivant, pour que l'être humain soit en dialogue et en négociation constante avec les autres éléments. En fait, reposer la question de la terre et du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la terre qui est à nous? Je suis en train de travailler et là sur l'Amazonie parce que j'ai fait un colloque avec les Premières Nations à l'université de Tallahassee. Et puis, c'était intéressant de rencontrer un chaman qui ouvre la perspective de l'Amazonie racontée par un chaman. Donc, ce qui est important, c'est d'ouvrir aujourd'hui les perspectives pour éviter que les voix qu'on écoute, ce sont les voix dominantes et que toutes les autres voix, on est en train de les invisibiliser dans nos universités, dans nos savoirs, dans les constructions qu'on fait de nous-mêmes et des autres. Donc, je pense qu'il faut vraiment, en fait, éduquer contre le racisme. Oui, très bien. Je trouvais que c'est ça, on est toujours en train, ce capitalisme sauvage, en train de composer, comment dire maintenant, des zones d'inimité, et des gens jetables, exactement ça. C'est ça qui crée aussi, qui vient aussi du racisme. Et vous avez parlé d'une politique du vivant, quelque chose d'intéressant. Et dans ce même livre, vous parlez à la fin, au début, parce que je crois que c'était déjà au début, vous dites que vous êtes en train de travailler, vous deux, vous parlez comme des éditeurs, comme des écrivains. Alors, vous faites un métalangage très intéressant parce que vous dites, nous écrivons et nous continuons d'écrire pour combattre ce racisme systémique. Alors, on peut dire que c'est très intéressant parce que les vagues de l'Atlantique noir, cet Atlantique
qui cause tellement de souffrances déferle sur Montréal, et on peut comprendre ce processus de passage d'une rive à l'autre par ces eaux intempestives, et à un moment donné, vous dites comme ça, je suis déjà nostalgique d'un Québec qui va venir, investi d'un réseau relationnel, d'identité plurielle, et il n'y aura peut-être plus, moi je dis, c'est peut-être que c'est moi qui le dis, parce que vous êtes très, très optimiste là, très assertif pour dire, je suis nostalgique de ce Québec qui va venir, où tout le monde va se comprendre, l'un va respecter l'autre. Alors, est-ce que vous êtes vous êtes toujours très optimiste? Mais l'optimisme, c'est une passion. C'est Darwish qui parlait de l'obstination de l'espoir. Je pense que l'espoir est une obsession quand on est haïtien. En fait, on ne vit que d'espoir, et puisque la réalité, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est désenchantement. Donc, c'est à nous d'inventer demain. C'est à nous vraiment de trouver les armes pour inventer demain. Donc, de combattre tout ce qui est mauvais en nous et chez les autres pour réinventer. Parce qu'il nous faut tout réinventer, la société, l'imaginaire. Parce que l'imaginaire qu'on a construit pour nous est un imaginaire faux. On nous a dit que le noir, on nous a menti sur la beauté, on nous a menti sur la vérité, on nous a menti sur tout. Donc, il nous faut reprendre et refaire le langage, apprendre à nous regarder. Donc, tout ça, c'est un acte colossal. On nous a complètement aliénés. Donc, il nous faut re-questionner l'Occident, il nous faut reprendre, et qu'il y a en fait Audre Lorde qui disait on ne va pas construire la maison, on ne va pas reconstruire la maison avec les instruments du maître. On ne peut pas construire de nouvelles sociétés, on ne peut pas construire de nouvelles pensées, on ne peut pas entrer dans une stratégie, dans une vision décoloniale si on ne renverse pas les choses, si on ne reprend pas en main, que ce soit l'école, que ce soit les institutions, que ce soit le regard qu'on porte sur les êtres humains. Et je pense que l'espoir est tout ce qui reste. Et je pense que l'espoir, et je reviens de Conakry, et puis quand je traverse Conakry, je traverse la Guinée, et je pense qu'il y a une poche d'espoir là-bas. L'espoir, c'est plus Paris. On nous avait menti, on nous avait dit dans les années 40, pour être intelligent, il faut simplement débarquer à Paris. Et puis les gens pensent qu'ils sont intelligents parce que c'est pas vrai. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il y a une intelligence en traversant le fleuve en traversant, en étant à Saint-Louis du Sénégal. Donc, il y a une intelligence qu'on peut développer, il y a une patience, il y a une écoute qu'on peut développer. Donc, c'est ça qui est peut-être intéressant, de voir d'où vont venir les nouvelles pensées qui vont aider le monde à se guérir. Parce que là, on vit dans des maladies, on vit dans des guerres, on vit dans des impasses réelles qu'on n'arrive même pas à nommer. Donc, peut-être que ça va venir de très loin. Ça va venir des villages qu'on ne sait même pas comment nommer, cet espoir-là. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vrai que l'espoir, c'est un sujet assez présent dans la littérature haïtienne. Bon, je profite pour demander au public, si vous voulez poser des questions, faire des commentaires, c'est le moment pour poser les questions. Et bientôt, dans quelques minutes, on passe aux questions publiques. Bon, pour moi, je pense que c'est presque la dernière question pour moi. Je reviens au dernier sujet qu'Alicia vous avez demandé par rapport au racisme.
et sa présence en littérature. Bon, en 2021, vous avez animé la série Noirs Amériques, conversation littéraire organisée par le Centre de la francophonie des Amériques. C'était un événement qui a eu un grand succès aussi chez le public brésilien. Je connais pas mal de Brésiliens qui ont suivi les conférences pendant la première, la deuxième édition. La deuxième édition elle a eu lieu en 2022. Donc, vous avez reçu des grands noms de la littérature francophone noire de nos jours. Et j'aimerais bien savoir, selon vous, quelle est l'importance aujourd'hui de promouvoir des activités, de mettre en évidence l'écriture de ces sujets, de ces écrivains noirs, écrivaines noires. Et en même temps, je profite et je demande aussi peut-être à l'éditeur quelques conseils au public brésilien pour débuter, pour connaître quelques œuvres des écrivains, écrivaines noirs francophones en Amérique. Non, en fait, le travail qu'on fait avec le Centre de la francophonie, c'est on doit contourner les mécanismes de circulation traditionnels qui sont souvent des espaces dominants et des espaces gérés par une espèce de pensée dominante qui nous font lire Victor Hugo, Baudelaire, etc. Donc, pour aller vers des voies, vers d'autres voies, et que des voies plus innovantes, des voies beaucoup plus neuves, et que nous sommes intéressés beaucoup par ce qu'on appelle la réparation littéraire, une espèce de justice littéraire, parce que la littérature est fondée sur une espèce d'injustice. Les œuvres qui sont distribuées, ce n'est pas nécessairement les œuvres qu'on a envie de lire qui sont distribuées. Si vous êtes dans la littérature jeunesse, on subit l'image de ces jeunes-là parce que ces jeunes, l'image qu'on nous donne pour l'image qu'on fait circuler dans nos pays, et je parle des pays du Sud, ce n'est pas l'image qu'on veut. Les récits qu'on nous donne à lire, ce ne sont pas nécessairement nos récits. Donc, il faut qu'il y ait des paroles, qu'il y ait des modes de circulation, des expressions en circulation qui nous concernent. Donc, ceci dit, quand on parle de Ketli Mars, c'est une femme haïtienne qui ressemble à n'importe quelle femme brésilienne, à n'importe quelle femme trinidadienne, quand on parle de Gisèle Pineau, mais c'est encore nous. Donc, on comprend quand elle parle de piment, quand elle parle de sexualité, c'est nous, c'est le même continent, c'est une sœur, c'est une amie, on comprend, on est dans le même imaginaire. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous ont été enlevées. Donc, je pense qu'il faut qu'on retrouve nos valeurs. Ce sont nos valeurs. Ce sont nos sources. Retourner aux sources. Et donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup faire la diffusion des œuvres. C'est-à-dire que aller vers des œuvres qui ne sont pas nécessairement dans de gros espaces littéraires, dans de grandes circulations, mais des œuvres beaucoup plus silencieuses, mais qui nous parlent, qui parlent à notre corps, qui parlent à notre esprit, et qui souvent racontent l'histoire de nos grands-mères aussi, qui nous disent qu'est-ce qui a précédé, qui peuvent aborder notre propre histoire. Et donc, c'est important de négocier, de dialoguer avec ces œuvres-là. Je pense que c'est même une nécessité. Et ça fait partie de mon travail quand je parle de justice littéraire, quand je parle de réparation littéraire. Donc, je pense qu'il faut réparer parce avec la littérature, on nous a aliénés en nous disant qu'il y a 3 ou 4 langues, les langues coloniales, alors qu'il y a plus de 7000 langues. Donc, il faut aller dans des langues, le créole, aller dans d'autres langues pour voir comment les gens pensent, comment les gens ont pensé. Donc, je pense que
c'est une nécessité. Merci. Lícia? Est-ce que je pense aussi que, comme nous achevons, je pense que c'est la dernière Oui, question. Et oui, vous parlez de ça, des réparations littéraires extraordinaires, parce que c'est ça que nous faisons depuis le modernisme brésilien, d'aller chercher notre nature, nos livres, nos langages. Et on ne va pas jeter notre héritage européen, non, c'est pas pour ça. Et c'est pour ça que le modernisme brésilien a eu le manifeste de l'anthropophagie culturelle, que c'était exactement de faire ce mélange, cette sorte de déglutition de ce que nous avons eu, hérité par nos ancêtres européens, aussi qui compte beaucoup, mais aussi en relation avec nos Indiens, nos Amérindiens et Africains qui ont été oubliés. On peut oublier. Et là, je vois dans votre œuvre, ele caiu, qu'est-ce qu'on fait? Ele caiu. Ele caiu. Bom, eu acho que aguardar ele retornar. Nós já estamos chegando na reta final mesmo. Eu acho que Lícia concluindo agora essa intervenção, a gente vai ver as perguntas de quem está nos acompanhando do público. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta para colocar, e aí vamos, em seguida, encaminhando para a finalização. Aguardar só o retorno dele. Il y a Annick Belrose, on peut noter cette question parce que s'il revient, il dit: Monsieur Saint-Éloi, est-ce que la langue créole est présente dans vos œuvres et sous quelle forme? Bon, notons cette question parce que s'il revient, on va Eu acho. Enquanto a gente espera. Ellen. Il dit: Pourtant, la vertu d'être né dans les Amériques, c'est que l'on a. C'est ce que l'on a cette capacité de nous lire, mais aussi de lire l'altérité sans mépris. Nous nous reconnaissons, mais reconnaissons également les autres. Alors, notons aussi. Eu acho que enquanto a gente espera também, Alicia, Ellen pode ir postando, Ellen, alguns comentários também do público que foram colocando. Mas é exatamente esses que eu acabei de ler. Porque ela coloca aqui, ó, na barrinha. Ela peut. O professor Humberto, que está aí com a gente, a Zila Verne também. Laila, os cumprimentos iniciais no início, quando começamos. O Ítalo, Manuel, Raimundo também. Merci, a Zila, que disse Je vous souhaite un bon séminaire. Cadê aqui? Annick, c'est celle qui a posé la question. Oui. A Vanessa, aquele moment magique de notre séminaire, c'est vrai. A Alessandra. A Yannick, eu acho que ela pôs isso aqui, a Vive l'Amazonie, quando ele mencionou o estágio que ele fez lá no norte do país. E se elle pouvait se présenter, ce serait intéressant parce qu'elle pose une question. Deixa eu ver aqui. A Zila ainda fez uma questão. A Josilene, Josi. Olha lá. Ah lá, Annick Belrose. C'est...
Ai, pergunta. Est-ce que la langue créole est présente dans vos... Mais je pense qu'il a déjà répondu à cette question. Il a beaucoup parlé de cette langue créole. Peut-être qu'elle a posé cette question au début. Parce que par après, il a beaucoup parlé de cette présence. Deixa eu ver aqui. Depois, a última. Estamos aí na última. Deixa eu ver aqui, enviar uma mensagem. Est-ce que nous devrions finir à 14h30? Oui, normalement, 13h30, 13h40. Alors, nous attendons jusqu'à 14h30 qu'ils reviennent. Lícia, você tinha dito que tinha separado uns trechos do romance dele, se você quiser, do livro de poesia, se você quiser ler. Tem um trecho aqui também. Eu gostaria de ler. Eu tenho. Il a ce livre. Nous ne trahirons pas le poème que j'ai trouvé très intéressant. Et j'allais poser la question que j'allais lui poser, c'était sur ce livre. Peut-être qu'il va revenir la dernière minute. Je suis la fille du baobab brûlé. Et j'étais toujours très curieuse, comme j'étais en train de parler, par exemple, du modernisme brésilien qui a fait cette préparation littéraire dont il parlait, de nos mythes, de nos langages, etc. Moi, je demandais ce que c'était le baobab, la fille du baobab brûlé. Et c'est un livre qui a été finaliste de plusieurs prix. Alors, donc, c'est des gouverneurs généraux, etc. Et j'ai fait une recherche, bien qu'il parle beaucoup, parce qu'à un moment donné, je me demandais, est-ce que c'est un dieu africain? Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Une entité? Je ne savais pas, alors j'ai fait une recherche, j'ai découvert que c'était un arbre africain, un arbre à palavra, un arbre qui parle. Et là, quand il dit, par exemple, il dit, je suis la fille du baobab brûlé, ça il répète au début de chaque poème. Je suis ce ciel en décomposition. Alors là, la décomposition, c'est l'arbre qui décompose les autres arbres. Tombé au fond depuis, entre la mémoire de l'enfant et le cri de la parturiente. Les eaux du destin rompent d'un point à l'autre de la terre, les papillons sillonnent les mystères. La géographie boite, la géographie déborde. Je m'appelle cataplasme. Je m'appelle cataplasme. La chienne qui aboie entre les jambes du poème, c'est moi. Le corbeau qui berce vos plaies, c'est encore moi. L'horreur, ma face contemporaine, rien que cette béance, la guerre humile la guerre. Ils nous ont appris à dévorer le ciel, les nuages des étoiles jusqu'au mot horizon. Alors, on voit que l'horizon revient encore. Quand il parlait de Jacques Roche, son ami, il dit, meurs, si tu meurs, tu vas mourir pour ramener la vie, pour modifier l'horizon. Et là, l'horizon revient parce que cet arbre baobab, qui est un arbre africain, c'est très intéressant parce que l'arbre décompose tout, décompose le ciel, décompose la nature, décompose, et au fond, le décompose la mémoire de l'enfant. Et c'est un arbre qui va décomposer pour reconstruire. Bon, évidemment que j'aimerais bien
l'entendre, l'écouter, parce que je voudrais savoir un peu plus sur ces baobabs, parce que j'ai vu, il refait, c'est une étoile qui refait l'histoire de mon double, et très intéressant aussi parce que elle dialogue avec la pluie, de l'eau de vie des allumettes, et l'immensité des mots embrase les rives des désirs du monde, l'hiver de mes amours l'hiver. Les grands-mères ne traversent pas les océans. Voilà ce qu'elle a dit. Les grands-mères, de nouveau la grand-mère, être présente de cette littérature haïtienne, caribéenne, je pense. Il dit, mais les grands-mères ne traversent pas les océans. L'hiver a même les îles de vent. L'exil a même les étangs de sanglot. Bon, ben là, ouais, je lis et je me qu'il soit là pour nous répondre. Tous parce que même la fille du baobab brûlé, elle a des allumettes sous sa culotte. J'aimerais bien que lui soit là pour parler de ça, de cette décomposition, de tout ce tout ce que cette fille qui est du baobab brûlé fait dans le monde. Bon, mais là, on pense que je bavarde beaucoup. Je placote, comme on dit au Québec. Je placote. Ce qui serait intéressant, ce serait que lui soit là pour placoter avec nous. Ontem já está fechando agora 10 minutos que ele caiu. Não sei se ele consegue retornar. Passei mensagem, não tive retorno. Então, talvez seja o caso da gente ir finalizando. É uma pena, né? Porque ficou faltando essa parte final de interação, inclusive com o público, com quem nos acompanha, né? Para fazer essas interlocuções finais e também para a nossa conclusão, para o encerramento das atividades. Mas, ao mesmo tempo, é algo que estamos sujeitos a acontecer quando se trata de uma atividade online, né, que acontece ao vivo. Então, é aquela, quem sabe faz ao vivo, mas também quando surgem os problemas, né, ele acontece no ao vivo e como ocorreu agora, não deu nem para nos despedirmos. Com certeza, vamos nos falar mais adiante para poder, mais uma vez, reforçar o agradecimento por ele ter gentilmente participado dessa atividade conosco. Eu agradeço a todos aqui que estão acompanhando, estão conosco, né, ficaram até agora. Foi uma grande oportunidade de ouvir o Rodinei falar. Acho que, para quem não o conhecia, deu para perceber um pouco da importância dele, né, no cenário editorial, não apenas como escritor, como poeta, jornalista. Ele trabalhou por mais de 15 anos como jornalista no Haiti, mas principalmente esse papel que ele fala com tanto amor e fervor, que é do editor, né, o responsável pela Mémoire d'Ancrier, que é uma editora que tem contribuído muito para a difusão desses escritores que normalmente estão fora do cânone, estão à margem e que normalmente não teriam oportunidade de publicar em outras editoras, né? E na Mémoire d'Ancrier encontra esse espaço, essa possibilidade. Então, é um trabalho realmente especial o que ele vem desenvolvendo nas últimas décadas. Mas o FIUC continua ainda, né? Essa foi a primeira atividade do dia. Nossa próxima atividade será às 16 horas. Vocês terão aí meia horinha para descansar, para beber uma água, para ir ao banheiro e retornar, né? Nossa próxima atividade, que será às 16 horas, nós temos previsto a mesa redonda de número 2, cuja temática, dando continuidade a essa conversação com o Rodinei, é também sobre o Haiti. O título da mesa é O Haiti em Cena, Identidades Cruzadas. Terá a apresentação do Felipe Davelar, da professora Irene de Paula e uma minha, né, falando sobre escritores, sobre literatura haitiana, logo mais às 16 horas, aqui mesmo no canal da Federação Brasileira dos Professores de Francês.
E para encerrar esse momento, eu gostaria também de agradecer mais uma vez a participação, a presença da Alicia, né, que também aceitou esse convite de estar aqui conosco, mediando essa mesa junto ao Redinei. Foi um grande prazer. Foi um grande prazer. Obrigada, Alicia. Eu agradeço a vocês de terem me convidado. Foi muito prazeroso. E também no... Cadê? Já caiu também. Não, aqui eu tinha visto Viviane Pereira, que ela diz: parabéns pela mesa e pela organização, foi uma troca riquíssima e uma oportunidade especial ouvir vocês. Realmente, ouvir principalmente Rodney foi muito bom. Nós só fomos aqui, fizemos só o papel de instigar ele a falar toda a riqueza que ele falou, né? Tanto pela editora, o papel da editora, que coisa. Eu tinha até essa pergunta aqui que eu ia fazer, mas ele já respondeu, já para terminar, que eu ia perguntar. Une maison d'édition qui milite contre le racisme, qui dénonce les différentes sortes d'exclusion, elle sera bien capable de changer le monde? J'imagine qu'elle allait dire que oui, parce qu'avec son enthousiasme par la littérature, par sa réparation de la littérature, il allait dire oui. Ouais. Mais c'est que j'ai toujours comme ça une certaine méfiance par rapport aux choses. C'est que, comme j'ai dit, j'avais écrit ici que c'était pour dire mon sentiment. Un continent qui n'a pas hésité à instaurer un régime oppressif, le continent des Amériques, qui était considéré le Nouveau Monde. Même s'il rencontre avec ce sauvage, qu'ils appelaient sauvage, mettons entre guillemets, Amérindiens africains, lui enseigné à être un espace de partage, de dialogue pluralisé et relationnel, des échanges en archipel, comme l'a bien dit, les Caribéanistes. S'ils n'ont pas hésité à continuer avec le régime oppressif, avec le racisme, est-ce qu'il faut encore espérer quelque chose? C'est une bonne question. Et je pense qu'il a déjà répondu à cette question. Oui. Parce que lui, il est très optimiste. Alors, que les choses vont. Pour finir. Oui. Pour finir, Alice, je peux finir. Como diz no Brasil. Como é que se diz no Brasil? Okay. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Que a gente começa agora, nesse momento, tac. Vai. Muita coisa já teve um progresso. Eu acho que a gente pode finalizar agora, né, Alicia? Para finalizar, eu gostaria, já que o Rodney ele não está aqui presente, né, caiu, só finalizar com um pedacinho do... Como ele encerra a narrativa desse Haïti Cambelá, ele diz o seguinte: J'ai écrit ce livre pour dire que la vie ne tremble jamais. Un peuple début cherche sa route, et à l'heure des bougies. Un peuple début cherche de l'eau et du pain, et enterre ses morts. Car les morts savent traverser les jardins et frapper aux fenêtres des rêves pour amener aux vivants l'espoir e les gros lots de la loterie nationale. E justamente ele falava, a última resposta dele, ele falava justamente sobre a espoir, né? Que é tão presente. Então, com as palavras do Rodney, encerramos esta mesa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E nos encontramos novamente logo mais às 16 horas na mesa número 2. Tchau, gente. Tchau.